Aline Benatala, bonjour. Bonjour. J'ai cet immense privilège et plaisir de vous retrouver. Je suis très contente Plaisir partagé. et on va aller au vif du sujet, un sujet qui vous tient à cœur. Et quelle chance que j'ai de vous avoir, puisque, je rappelle, Monsieur Benatala, vous avez été ambassadeur d'Algérie auprès de l'Union européenne à Bruxelles, auprès de l'OTAN, auprès du Royaume de Belgique, mais vous avez été aussi chef de la délégation algérienne qui négociait l'accord d'association avec l'Union européenne début 2000, si mes souvenirs sont bons. Et justement, on va parler de ce fameux accord d'association UE-Algérie, mais d'une manière assez spéciale, car sont spéciaux 17 députés européens qui ont euh, envoyé une lettre à la présidente de la Commission européenne, qui est Ursula von der Leyen, une Allemande, pour donc lui dire combien ils sont inquiets et combien euh, les Algériens les inquiètent, l'Algérie les inquiète. Et j'ai la lettre sous les yeux, elle a été rédigée en anglais. J'avoue que je suis étonnée de voir que quasi tous les députés, ces 17 députés, sont plus ou moins à leur premier mandat et ils sont tous plus ou moins originaires de l'Europe de l'Est et peut-être du Nord. Pour citer pas les noms, mais juste peut-être les pays auxquels ils appartiennent. Il y a l'Estonie, la Lituanie, la Finlande, la Suède. J'essaie de chercher les nationalités, pardonnez-moi. Euh, il y a aussi la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie, La euh, Hongrie. la Hongrie, le Danemark, et puis, ah tiens, la France, une seule fois, un député aussi novice, hein, donc il est à son premier mandat, il est français, la France, hein, comme on le sait, le seul pays dans beaucoup, un grand nombre de députés européens, on va les trouver dans les commissions, dans les délégations, en relation avec le Maghreb, en relation avec les pays membres de l'Union pour la Méditerranée, les pays du Machrek, etc. Mais force est de constater que tous ces 17 ou 16, on va dire, pays députés signataires n'ont absolument rien à voir, ni de loin ni de près, avec le Maghreb et encore moins avec l'Algérie. Mais malheureusement, pour eux ou pour je ne sais qui, ils sont inquiets. Ils ont évoqué un certain nombre de constats dans leur courrier. Ils ont d'abord constaté que l'Algérie s'était abstenue lors des votes de l'Assemblée des Nations Unies concernant l'invasion de la Russie en Ukraine. Ils ont constaté que les Algériens se sont abstenus lors du vote concernant l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ils ont constaté que les Algériens se sont abstenus de voter pour ou contre l'annexion du Donbass par la Russie. Ils ont constaté aussi que l'Algérie est le quatrième client en termes d'armement auprès de la Russie. Et enfin, l'Algérie aurait eu des manœuvres entre les deux armées. Donc, les deux armées auraient eu plutôt des manœuvres dans le désert algérien. Les deux armées, c'est-à-dire l'armée russe et l'armée algérienne. Et découlant, enfin, il conclut que, au vu de ces constats, comme je le disais, il s'inquiétait
et il demandait à la Commission européenne de revoir l'accord d'association ou le partenariat global entre l'Union européenne et l'Algérie. Et franchement, en tant qu'observatrice, je me suis dit, waouh, mais c'est superbe, que veut le peuple de plus, puisque les Algériens eux-mêmes réclament de réévaluer ce fameux accord Union européenne-Algérie. Et comme je le disais au début, Monsieur Benatalaï, pardonnez-moi d'avoir été longue, vous avez été le chef de la délégation des négociateurs algériens par rapport à cet accord. Mais écoutez, je pense que j'ai rappelé un petit peu les choses. Une question me brûle les lèvres, très sincèrement. Vous pensez que ces 17 députés vont faire la même lettre à Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, concernant aussi la Chine, concernant aussi l'Inde, concernant aussi le Brésil, l'Arabie saoudite, ces grands pays aussi se sont abstenus par rapport au vote que je venais de citer. Je suis tout oui, Monsieur Benatala. Allez-y. Écoutez, je vous remercie de me poser cette question il y a de multiples facettes ou différents angles d'approche pour y répondre. D'abord, je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais en singularisant l'Algérie, en fait, ils lui rendent service parce qu'ils mettent en valeur la position très spécifique et très non alignée de l'Algérie par rapport à ce conflit. Ça, c'est une parenthèse pour entrer dans le sujet. Cela dit, la question que vous me posez aussi, c'est une question de macro-diplomatie sur le terrain parlementaire et dans le domaine de diplomatie multilatérale parlementaire, pour être plus précis, en direction du Parlement européen. Et cela, je vais vous montrer combien est difficile de dialoguer avec le Parlement européen, pas comme institution, mais avec beaucoup de ses parlementaires, très imbus d'eux-mêmes, pour un pays non européen, et en particulier pour un pays africain ou arabe. Autant le Parlement européen, dans l'entre-soi, est très démocratique, autant il affiche des rodomontades vis-à-vis des pays tiers et très condescendant et très souvent, par expérience, j'en ai fait l'expérience pendant une douzaine d'années, très souvent difficile à dialoguer avec des parlementaires qui se disent démocratiques. Alors, pendant 12 années, en fait, j'ai pratiqué ce terrain du dialogue avec le Parlement européen à deux niveaux. D'abord à partir du ministère et ensuite comme ambassadeur à Bruxelles. À partir du ministère, c'était dans les années 90, dans les années difficiles, au moment où l'Algérie faisait face à de grandes difficultés et au moment où ces mêmes pays étaient complètement indifférents à ce qui se passait dans notre pays. Ni marque de solidarité, ni marque de sympathie, ni marque de soutien. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, ils sont très mal placés pour demander à l'Algérie un quelconque soutien, compréhension ou lui demander de s'aligner sur leurs propositions. Alors, à partir d'Alger, sur ce terrain parlementaire, je me permettrai de leur parler d'un temps qu'ils n'ont pas connu. C'était un temps de tension, de grande tension avec l'Union européenne, de rupture du dialogue, et on s'était forcé de notre côté de rétablir le dialogue, mais dans leur grande suffisance, les députés européens étaient très souvent comme des snipers embusqués qui nous tiraient dans le dos au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passait dans le pays. Alors, le job a consisté à rétablir, à dialoguer un tant soit peu avec le Parlement européen, d'abord par le biais du ministre qui s'est déplacé 2 fois au Parlement européen, et donc je partais, comme c'est un travail d'équipe bien entendu, je partais en explorateur, en reconnaissance du terrain pour préparer ces auditions au niveau du Parlement, ces auditions à la Commission des Affaires étrangères et des sécurités du Parlement européen. Et lorsque le ministre se déplaçait, après avoir fait
sa présentation, eh bien, les députés les plus virulents ou qui se mettaient en avant pour assez souvent en faire de l'Algérie, de la Tunisie, du Maroc ou du Rwanda ou peu importe, ou de la Chine un fonds de commerce politique, eh bien, ils se tassaient rapidement, n'ayant pas d'autres arguments à opposer au ministre. Deuxième temps, des visites. J'ai pu participer à des visites de grosses délégations du Parlement européen à Alger et inversement, délégations algériennes au Parlement européen pour précisément parler dialogues. Alors, les députés européens à l'époque qui étaient venus à Alger dans un moment de très grande tension étaient très, très remontés. Et on a pu constater très souvent sous-informés de ce qui se passait en réalité. Alors, bien entendu, dans les délégations, il y a toujours une ou deux stars qui veulent se mettre en avant et attirer l'attention sur eux. Cela dépendait de l'affiliation politique, mais en général, ceux qui essayent de se mettre en avant sont les plus grands donneurs de leçons. Ce sont les politiques, les verts politiques, je dis, pas les associatifs, et les verts et les humanitaires. Ils essayaient toujours de se mettre en avant et pour donner des leçons aux pays tiers. Mais évidemment, avec l'Algérie, ça ne marchait pas. Et au cours de ces visites, bien entendu, le dialogue était très intense, que ce soit avec les pays membres, la Commission européenne ou le Parlement européen. Et les députés que vous venez de citer devraient avoir à l'esprit la leçon que l'Union européenne en tant que telle avait tirée après ces moments, après ces instants d'échange très intenses. Je cite, je ne fais que citer, les paroles d'un ambassadeur de l'Union européenne qui, après quelques années, est venu me dire « Écoute, Halim, nous étions amis par ailleurs, écoute, Halim, le problème avec vous, il voulait dire le problème avec l'Algérie, c'est que l'Union européenne n'a aucune prise sur vous. Il n'y a aucun moyen de vous sanctionner et par rapport à bien d'autres pays, vous n'avez pas de points faibles sur lesquels on pourrait déclencher des représailles ou autres. » Alors, cela est important comme conclusion. Et donc, ces députés qui sont en phase de rodage au Parlement européen, ou qui terminent le rodage, puisque je crois que c'est leur troisième année, leur premier mandat et leur troisième année, devraient revenir un peu vers l'historique des relations entre l'Union européenne et l'Algérie pour voir à quel point les rodomontades de députés, a fortiori quand c'est un groupuscule ou individu, n'ont aucune chance de porter atteinte aux positions de l'Algérie. Alors, troisième exemple, j'ai cité les visites de parlementaires, j'ai cité les visites de ministres à la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, et je vais citer la grande visite du chef de l'État à l'époque à Bruxelles. Et cela va vous donner une image un peu du fonctionnement du Parlement européen, comme j'ai pu les découvrir à ce moment-là, quand j'étais ambassadeur à Bruxelles. Alors, pour un pays tiers, bien entendu qui n'est pas un pays européen, une visite au Parlement européen n'est pas acquise, parce que le Parlement européen est très sélectif dans le choix de ses invités, et les députés ne veulent pas écouter n'importe qui. C'est comme ça. Alors, nous avons eu l'idée, pour établir les canaux de dialogue avec l'Union européenne, de préparer une visite du chef de l'État à Strasbourg pour délivrer ses messages. Et ça n'était pas acquis. Mais alors, pas du tout acquis, il ne suffit pas de recevoir une invitation pour voir le chef de l'État, le nôtre ou quelqu'un d'autre, arriver et passer à la tribune du Parlement européen. Alors, pour ce faire, il faut faire du lobbying, et le travail de l'ambassadeur, c'est aussi un travail de lobbying. Faire du lobbying auprès de tous les groupes parlementaires, faire du lobbying auprès des ténors du Parlement européen, et j'ai pu constater que les députés que vous avez cités sont loin d'être des ténors, mais plutôt de célèbres anonymes. Bon, il faut en tenir compte quand même. Faire du lobbying auprès du cabinet du président du Parlement européen, notamment son conseiller diplomatique,
et tous ceux qui pourraient favoriser une décision pour cette visite. Donc cela, figurez-vous que cela prend des semaines. Et pour un pays non européen, un pays tiers africain ou arabe, ça n'est pas acquis du tout. Alors, une fois que cette première phase de lobbying est faite, il faut passer à un autre niveau. Il faut attendre que les groupes parlementaires se mettent d'accord et qu'ils donnent leur aval lors d'une conférence des présidents, présidée bien entendu par le président du Parlement européen. C'est à ce moment-là que la décision est prise. En général, elle se fait à l'unanimité. Donc, une fois la décision prise, le président du Parlement européen adresse l'invitation au chef de l'État et c'est ce qui a été fait. Alors, mais ensuite, et ce n'est pas fini, parce que j'ai découvert que le Parlement européen a une certaine manière de fonctionner. Alors, pour programmer la visite d'un chef de l'État, quel qu'il soit, il faut tenir compte du phénomène de l'absentéisme des eurodéputés. Alors, on nous a recommandé d'éviter le lundi, parce que messieurs les députés n'arrivent pas au Parlement à la session mensuelle à Strasbourg. Ils n'arrivent que le lundi en fin d'après-midi. Il faut aussi éviter le jeudi après-midi. Le vendredi, bien entendu, n'en parlons pas, ils ont déjà fait leur valise. Et le jeudi après-midi, ils se sont apprêtés à faire leur valise et ils attendent d'appuyer sur le bouton du vote avant de quitter le Parlement. Et alors, il ne faut pas s'aventurer à faire une audition un jeudi après-midi ou vendredi. Pourquoi ? Parce que c'est le seul moment où en plénière du Parlement européen, tous les députés sont présents. Parce que s'ils ne votent pas, ils ne reçoivent pas d'indemnité. Alors, ils ont tout intérêt à être présents. Alors, et la crainte pour un chef d'État, comme pour un président d'ailleurs de la Commission européenne, ou pour les commissaires qui passent devant la plénière dans l'hémicycle du Parlement européen, c'est la présence des députés. Le phénomène le plus remarquable, c'est l'absentéisme des députés. Combien de présidents de la Commission, combien de commissaires ai-je vu passer dans l'hémicycle qui s'adressaient à une enceinte vide? Les députés étaient occupés ailleurs, je ne sais pas quoi, chacun a ses occupations, mais ils n'écoutaient ni le président de la Commission, ni le commissaire. Tout au plus, quelques députés qui avaient des choses à dire et qui interpellaient et qui posaient des questions au commissaire. Alors, pour un chef d'État, bien sûr, qui est l'invité du Parlement, les députés ne lui font pas toujours la courtoisie de venir l'écouter. C'est ainsi. Alors, le risque est de voir un chef d'État venir et s'adresser à une plénière qui est à moitié vide ou à moitié plein. Sans compter le fait que, se sentant souverains par eux-mêmes, ils ont le droit de chahuter quand un chef d'État s'adresse à eux. Et ça, c'est une marque de discourtoisie extrême au sein du Parlement européen. Donc voilà comment le Parlement européen fonctionne. Cela étant dit... Vous me permettez, Monsieur Benatala, vous me permettez de vous couper juste pour spécifier à nos auditeurs que, officiellement, le siège du Parlement européen est situé à Bruxelles, tout comme les autres deux grandes instances que sont le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne. Seulement, nous avons une annexe qui s'appelle aussi le Parlement européen, qui est située à Strasbourg, et justement, les plénières, les sessions plénières se tiennent à Strasbourg en général une fois par an. Il y a des petites sessions plénières qui se tiennent à Bruxelles aussi. Et donc, comme vous le disiez si bien, voilà pourquoi les députés européens qui sont 3 semaines à Bruxelles doivent se dépêcher pour aller à Strasbourg et pour essayer de revenir le plus tôt aussi pour passer leur week-end où ils sont installés en famille, etc. À Bruxelles déjà dès le jeudi après-midi. Je vous laisse poursuivre. Oui, je ne voulais pas passer la description à ce point. Effectivement, elle est importante parce qu'il y a un nomadisme entre Bruxelles et Strasbourg.
la session se tenant bien entendu à Strasbourg, les commissions se réunissant souvent à Bruxelles, et il y a un nomadisme qui se fait par train, et les assistants et les fonctionnaires des parlements européens sont obligés de se déplacer aux frais du contribuable entre Strasbourg et Bruxelles, parce qu'il faut bien faire vivre la ville de Strasbourg par la présence massive de l'ensemble des fonctionnaires européens qui sont présents. Bon, mais ça c'est une parenthèse. Donc voilà, alors c'est ainsi que fonctionne le Parlement européen. Alors, et il faut prendre la chose avec un peu de recul et un peu de distance, parce qu'après quelques années, sachant comment cela fonctionne, connaissant aussi la portée ou le punch très relatif des députés, des eurodéputés, eh bien, j'ai appris pour ma part à prendre beaucoup de recul par rapport à l'eurodomontade. Cela étant dit, je voudrais, après avoir fait cette description générale, vous faire part de ma représentation à l'époque du Parlement européen et vous donner et citer quelques expériences qui mettront en lumière qui jetteront une certaine lumière sur cette lettre sur laquelle je vais revenir après. Alors, ma représentation à l'époque du Parlement européen, elle se situe à 3 niveaux. Un, c'est d'abord incontestablement un lieu, un forum de débat démocratique qui est unique en son genre, il faut bien l'admettre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une production intellectuelle phénoménale et vous pouvez vous documenter sur tous les sujets, que ce soit des sujets qui portent sur l'espace extra-atmosphérique ou alors d'un conflit tribal en Transnistrie ou dans le Nagorno-Karabakh. C'est impressionnant comme production intellectuelle et je dois dire que beaucoup de députés produisent énormément de rapports très documentés, très sérieux et tout cela constitue une mine de renseignements, une mine d'informations, de documentation extrêmement intéressante. Donc il y a, je dirais, c'est cette première caractéristique, il y a de la matière grise au Parlement européen, incontestablement. Cela dit, il y a aussi, toujours dans cette même caractéristique, une variété d'opinions et de partis politiques, ce qui signifie qu'il n'y a pas toujours consensus, mais il y a une liberté de ton. Mais l'ensemble de ces partis politiques représentés au Parlement européen, et il y en avait, je crois qu'il y en avait 7 groupes parlementaires et une grande diversité de partis politiques, eh bien, tout cela sont, je puis dire, transcendés par un parti unique et une pensée unique. Le parti unique, c'est sans doute le plus puissant d'Europe, c'est la Commission européenne. Elle la transcende tout le monde, elle est au-dessus de tout le monde, et ces actes transcendent totalement l'opinion des partis politiques. Et si je puis me permettre, M. Halim Ben Attala, la Commission européenne, elle n'a jamais été aussi transcendante qu'en ce moment, avec sa tête, l'Allemande, Madame Ursula von der Leyen, et bien sûr à l'aune de la crise ukrainienne. C'est une petite parenthèse. Alors oui, donc elle est super puissante et la tendance de ces dernières années, c'est que paradoxalement, elle est de moins en moins démocratique et elle a tendance à produire une pensée unique sur laquelle s'alignent un peu tous les partis européens. Donc c'est comme ça que fonctionne l'Union européenne, c'est comme ça que fonctionne, comme je l'ai observé ces derniers temps, l'ensemble de l'architecture européenne. Donc un nouveau parti unique, une nouvelle pensée unique et une présidente de la Commission européenne qui agit un peu ensemble, qui est, à mon avis, de loin observé, je ne suis pas sur le terrain, mais qui agit en chef d'État. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, c'est un laboratoire d'idées, incontestablement. Et il faut être présent au cours des auditions, du travail des commissions parlementaires pour réaliser à quel point il y a les idées fusent, surtout sur les questions de construction européenne. J'ai suivi par exemple à l'époque 2003-2004 les travaux de la commission intergouvernementale
qui a proposé un traité d'une constitution pour l'Union européenne, pas d'une constitution européenne, mais d'une constitution pour l'Union européenne, nuance, qui n'a pas été acceptée par la suite à cause du référendum en France et en Hollande. Et à la suite de ce rejet, le travail produit par à la fois les représentants des gouvernements et par les parlementaires a été repris et injecté. Dans le nouveau traité de Lisbonne. Et cela a permis, l'objectif était de faire fonctionner les institutions européennes et les mécanismes de l'Union européenne à la suite de l'élargissement. Et bien évidemment, avec l'élargissement qu'il y a eu, les droits de vote, essentiellement le principe de décision se posait, mais aussi la création, comme par exemple du poste de haut représentant et les 3 piliers qui ont été institués. Donc, de ce point de vue, c'est véritablement enrichissant. 3e caractéristique, et là, elle vous donnera une idée de la difficulté pour un pays africain ou arabe en particulier de travailler avec le Parlement européen. À la suite de l'élargissement du Parlement européen, j'ai vu comment le paysage ou la population parlementaire a changé. À la suite de l'élargissement, on trouvait de moins en moins de députés qui s'intéressaient à la région euro-méditerranéenne en particulier, de députés qui étaient documentés, de députés qui faisaient des visites essentiellement dans notre région. Et le symptôme le plus visible était que pour le Maghreb, la délégation Maghreb, donc qui est censée être le réceptacle du dialogue au sein du Parlement européen entre les eurodéputés et les 3 pays du Maghreb, mais aussi la Libye, bien que la Libye à ce moment-là, bien entendu, n'avait pas d'accord avec l'Union européenne, mais elle était souvent l'objet de discussions, eh bien, c'était l'absentéisme. L'absentéisme, c'était la chose la plus remarquable. J'étais ambassadeur à Bruxelles, le président de la délégation Maghreb m'invitait à une audition, j'allais à Strasbourg, et on était là, elle et moi, et 6 assistants, et nous attendions les députés qui n'arrivaient pas, qui s'attendaient au déjeuner ou qui étaient en train de prendre un café. Et plus d'une fois, je le dis plus d'une fois, la réunion a été reportée sine die, faute de présence des députés. Ils n'étaient pas là, tout simplement. Alors, ils nous invitaient à venir, ils faisaient semblant de s'intéresser au sujet, et au moment d'en discuter, soit qu'ils ne voulaient pas de confrontation, ils ne voulaient pas discuter, ou alors ils étaient membres de la délégation Maghreb par défaut, parce que peut-être dans les autres commissions, il n'y avait plus de place, alors ils se rabattaient sur la délégation Maghreb, et au moment de discuter, ils n'étaient pas là. Alors, j'ai aussi, donc, ça c'est la délégation Maghreb, mais j'ai une autre illustration en tête. De même, j'ai été la présidente d'une commission, d'une sous-commission, m'avait demandé de venir parler d'une thématique concernant l'Algérie. Donc, j'y suis allé, c'est mon job. D'autres ambassadeurs considéraient que le dialogue étant stérile, il n'y avait pas lieu de se déplacer ou d'honorer une présidente de sous-commission de leur présence. Bon. J'y allais, mais sachant comment ça allait se passer. Donc, effectivement, je me suis présenté. La présidente de la sous-commission en question avait fait du racolage de pseudo-opposants algériens qui se trouvaient en France. Ils étaient là, en observateur. James et le ex en circonflexe. Ou plutôt en acteur. Et aucun député n'était là. Personne, mais pas un seul cette fois-ci, pas un seul. Alors la présidente de la commission m'a demandé de parler. J'ai dit, écoutez, moi je suis pas venu dialoguer avec des concitoyens que je connais, je suis venu dialoguer avec des parlementaires qui ne sont pas là.
Et Monsieur Benatella, j'ouvre encore une petite parenthèse très rapidement, parce que vous avez beaucoup appuyé sur la problématique, le phénomène carrément d'absentéisme des députés européens. Pourtant, ils ont une sorte de prime, une indemnité de présence qui varie entre 300 euros à 500, 600 euros jour, hein, pour les booster à être présents. Je ferme la parenthèse. C'est un problème européen. C'est à eux de régler ça. Ça n'honore pas toujours le travail des eurodéputés, croyez-moi. Alors, en cette session-là, personne n'était. Le président de la commission avait insisté. D'ailleurs, il y avait une collègue avec moi qui était présente à cette audition. Elle avait insisté pour que je prenne la parole. Il est hors de question. Je suis venu parler aux députés, m'adresser aux députés, dialoguer avec eux. Ils ne sont pas là. Je n'ai rien à vous dire. Et j'ai quitté la salle. Et c'est comme ça qu'il faut traiter avec eux. Ils ne vous accordent aucune considération. Eh bien, excusez le terme, il faut les emmener promener. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est la troisième caractéristique sur la perception que j'avais à ce moment-là du travail de l'Union européenne. Donc, alors, entre collègues à Bruxelles, on se demandait comment il fallait agir avec ces gens qui déployaient leurs muscles dans la presse, mais qui foyaient le débat sur le terrain, ou alors qui avaient des idées figées, des préjugés. Et alors, le dialogue était très souvent difficile, et beaucoup de mes collègues ne se donnaient pas la peine de se déplacer. Peut-être qu'ils n'avaient pas tort, ils avaient raison. Chacun a son approche. Donc, mais c'est cela le Parlement européen. Alors ça, c'est pour la représentation que j'avais du Parlement européen. Maintenant, quelques cas pratiques. J'ai en tête 6 cas pratiques. Une fois, le président du Parlement européen, chrétien-démocrate, un Allemand, très proche de Madame Merkel à l'époque, très simple, affable, un homme intelligent, qui a demandé à me voir à Strasbourg. Donc je me suis déplacé à Strasbourg et il a voulu avoir mon opinion sur 3 sujets. D'abord, il a commencé par me dire, avec un sourire que j'ai interprété positivement, écoutez, je m'adresse à vous parce que j'apprécie beaucoup l'Algérie, parce que c'est un des rares pays qui ne demande rien. Donc, comprenez comme vous voulez. Je l'ai pris comme compliment, par exemple, et je n'y ai pas introduit, c'est une manière, je n'y ai pas répondu, parce que c'est une manière d'introduire aimablement la discussion. Alors, il voulait aborder 3 questions avec moi. La question qui était en préparation, en gestation à ce moment-là, de création de l'Union parlementaire, de l'Union pour la Méditerranée. La deuxième, c'était qu'il souhaitait se rendre en Algérie parce qu'il avait fait le constat suivant, c'était que l'international socialiste, les sociodémocrates européens, avaient pris de l'avance en termes d'influence dans les pays du Sud. Et alors les chrétiens démocrates, qui avaient un très faible réseau dans la région euro-méditerranéenne, n'étaient plus en mesure de concurrencer les sociodémocrates qui avaient toujours une analyse et une connaissance des enjeux qui dépassaient de loin celle des chrétiens démocrates. Alors ils souhaitaient se déplacer en Algérie, prendre de contact avec eux et voir s'il y avait, par notre biais, travailler sur un axe, disons, politique, aidant les chrétiens démocrates à acquérir plus d'influence dans la région. Et troisième point qu'il souhaitait discuter, c'était qu'il avait entendu, c'est peut-être le plus amusant, c'était qu'il avait entendu parler d'une rumeur qui circulait et qui lui a été rapportée par un conseiller de l'Élysée qu'il avait reçu quelques jours auparavant et qui visiblement l'avait intoxiqué sur ces 3 sujets. Et la dernière était assez amusante, très caustique. Alors, il m'a dit, voilà ce que le conseiller de l'Élysée est venu me voir. C'était au moment
je ne citerai pas de nom, mais c'était au moment de la préparation, de la réflexion sur l'Union pour la Méditerranée. Et alors le président très proche du président français lui dit, écoutez, voilà ce que nous pensons qui va se passer en Algérie, entre autres. Alors, c'était un stade de rumeur, et lui voulait surtout vérifier cette rumeur avant qu'il n'ingurgite ou n'absorbe ce que lui a rapporté le conseiller de l'Élysée. Alors, franchement, une rumeur dont je n'avais pas entendu parler, je n'avais pas de réponse. Alors, pas de réponse, pas d'argument, j'ai éclaté de rire. J'ai eu un éclat de rire, tout simplement, pour peut-être signifier que ça n'avait pas de fondement. Alors, lui aussi a éclaté de rire, et chacun est resté sur son ambiguïté. Je pense qu'il avait compris qu'elle n'avait aucun fondement, et je suppose que j'avais compris qu'il m'avait compris. Alors, l'entretien s'étant déroulé en partie en allemand, il m'a dit, pour clore le sujet, il m'a dit « Na, gut, ich habe nicht gesagt ». Ok, ça va, je n'ai rien dit, donc je retire ce que j'ai dit, j'ai compris par votre attitude qu'il ne faut pas en tenir compte. Donc voilà, ça c'est un aspect, disons, politique au niveau du président du Parlement européen. Plus bas, deuxième illustration, c'est la visite d'une grosse délégation du Parlement européen en Algérie, à un moment de très forte tension qui, bien entendu, n'a rien à voir avec ce moment très doux que nous vivons en ce moment, évoqué par ce groupuscule de députés, qui n'a en réalité aucune influence sur les relations entre l'Algérie et l'Union européenne, et ils sont sur véritablement une fausse piste. Alors, surtout qu'ils ne sont pas dans un moment de tension entre l'Algérie et l'Union européenne. Donc, cette visite faite en Algérie, présidée par un eurodéputé très respectable, un Français de Lyon, qui a joué le jeu d'un dialogue pour éviter qu'il y ait des dérapages. Ce n'était pas du tout une mission facile, et franchement, il a été à la hauteur du travail, parce que au moment où, du côté de l'Union européenne et de l'Algérie, le dialogue était de nouveau à l'heure du jour, il ne fallait pas que quelques illuminés puissent casser cette logique de rapprochement. Alors, le plus intéressant, c'était qu'à la fin de la mission, il m'a dit, Monsieur Benalla, tout s'est bien déroulé. Oui, j'approuve, effectivement. Ça s'est bien déroulé. Donc, de votre côté comme d'une autre, les objectifs sont atteints. Et il faut voir maintenant quelle est la suite. Alors, et en tant que député, ou plutôt représentant de sa région, il m'a dit, Monsieur Benalla, voilà, est-ce que j'ai des entreprises qui ont soumissionné pour des appels d'offres en Algérie. Est-ce que vous pourrez nous donner un coup de main? Bien. Sur le coup, je n'ai pas réalisé. Diplomate pur, je ne suis pas toujours dans le coup sur ces affaires. Et je lui dis, je ne sais pas, je vais voir. Sur le coup, évidemment, je ne m'y attendais pas, je n'ai pas donné de réponse et je n'étais pas en mesure de faire quoi que ce soit. Mais j'ai réalisé, et on en apprend tous les jours, et on en apprend tout le temps, j'ai réalisé qu'un député est aussi, en tant que représentant de sa région, bien entendu, il travaille pour sa région et il fait du lobbying pour sa région. Donc, autant dans un premier temps, j'ai été surpris, autant par la suite, j'ai réalisé que cela faisait aussi partie de même si elle s'accompagne, bien entendu, dans un contexte officiel. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Troisième exemple, une délégation de députés espagnols, un peu comme celle dont vous avez cité le nom, 3 députés espagnols, amateurs, qui venaient à peine de commencer leur job au Parlement européen, qui ont demandé à me voir parce qu'ils voulaient se rendre en visite en Algérie. Ok, bien, on se voit, donc je me déplace à Strasbourg.
et nous avons un entretien. Et déjà, tout amateurs qu'ils sont, ils se sont vus déjà dans la peau de Metternich au congrès de Berlin qui se partageait l'Afrique. Et donc, qui jouait les La divisions. conférence de Berlin de 1884. 1885. Alors, ils se voyaient déjà députés de province encore mal fogotés, ça se voyait, avec des connaissances en géographie très approximatives, mais qui se voyaient déjà en géopoliticiens. Alors, au lieu de me parler de la visite supposée qu'ils voulaient faire en Algérie, ils ont voulu jouer sur la fibre entre l'Algérie et le Maroc. Hors sujet. Alors, et en particulier sur le thème du nouveau statut du Maroc avec l'Union européenne. Alors, c'est simple. Je leur ai dit, écoutez, vous venez parler de la visite en Algérie ou m'inciter à parler du voisin, ce qui ne se fait pas. Alors ne comptez pas sur moi, ambassadeur d'Algérie, à dire du mal de mon voisin, quelles que sont nos différences. Si vous voulez continuer sur la visite, on y va. Maintenant, si votre intérêt ou votre véritable agenda était je m'excuse, de casser du sucre sur le voisin, ne comptez pas sur moi. Et ils étaient désappointés et j'ai dû mettre fin à l'entretien et je les ai renvoyés à leur cours de géographie. Autre exemple, peut-être le dernier pour ne pas allonger. Après, on reviendra, j'espère, à la lettre des 17 députés. Oui, ben j'arrive. Allez-y. Oui, mais attendez, je vous illustre les interlocuteurs au Parlement européen et leur profil. D'accord? C'est ça l'intérêt. Alors, dernière caractéristique, pour ne pas aller plus loin, et vous ferez, j'espère, le rapprochement avec l'un de ces députés, mais je vous en prie, faites le rapprochement entre la description des députés que je vous ai fait et la composition de ce groupe dont vous m'avez parlé. Il y a des similitudes. Alors, dernière similitude, c'est aussi un député qui est venu me voir à l'ambassade à Bruxelles, et venir me demander la coopération de l'Algérie sur un rapport qu'il présentait. Et son profil, c'était un fils d'eux. Donc, en lui-même, il n'existait pas. Il n'existait que par le nom de son père qui était homme politique. C'était un fils d'eux. Un peu comme c'est le profil de l'un des députés, du député français en l'occurrence, de la liste des 17 députés qui ont fait cette lettre à l'endroit de l'Algérie. Oui. Donc, par lui-même, il n'existait pas. Il voulait faire entrer en carrière dans une carrière politique à travers ce rapport et il est venu demander mon soutien. Alors, j'aurais bien voulu. Sauf que il a ajouté une chose, si l'Algérie ne coopère pas, j'aurai à la dénoncer dans ce rapport. Ah, intéressant. Alors, dans ces cas-là, la réaction est très simple. Et elle a été la suivante. Je l'ai laissé terminer son café, puis je l'ai raccompagné à la porte sortie. Et ni de lui, ni de son rapport, on n'en a plus entendu parler. Alors, dans tout ça, il y a des gens intelligents au Parlement européen, respectables, qui écoutent. Et il y a un peu les anonymes qui veulent se faire un nom. Donc, vous avez une idée un peu contrastée de ce qu'on trouve au Parlement européen. Alors, ma représentation du Parlement européen étant dite, les quelques exemples que j'ai cités, et 4, je m'en tiendrai à 4, cela suffit. J'en viens maintenant à cette lettre. Et permettez-moi, avant de parler de cette lettre, Monsieur Halim Ben Natala, je tiens à vous le dire, ce que vous venez de faire là, c'est un véritable témoignage puissant, intense et très pertinent de ce qu'est ce que moi j'appelle les pratiques du triangle institutionnel, à savoir le Parlement, la Commission et le Conseil. Ça explique peut-être aussi
ce vide abyssal du lobby algérien auprès de ce triangle institutionnel. Et peut-être ma question dans la foulée, quand vous allez commencer à expliciter de votre point de vue la lettre des 17 députés, ma question, est-ce que cette arrogance qu'utilisent certains responsables politiques européens de l'Union européenne avec leurs partenaires du sud de la Méditerranée, est-ce qu'elle s'exerçait également avec d'autres pays partenaires qui sont plutôt situés dans l'hémisphère nord, hein, je pense aux Américains, je pense aussi de l'autre côté carrément, les Chinois et peut-être même les Israéliens. Voilà. Écoutez, ça renaît dans le, comment dirais-je, dans le système des tables gigogne. Donc là, vous ouvrez vous ouvrez vous tirez une extension de la table et là, on est parti pour longtemps sur un autre sujet. Mais je veux dire, dans ce que j'ai développé jusqu'à présent, il y a deux conclusions à tirer, je le rappelle. C'est que même dans les moments de tension, même dans les moments de grande tension, je ne parle pas de moments très doux comme ça l'est actuellement, même dans les moments de tension, l'Union européenne avait admis, et je vous l'ai dit, je le répète, ce n'est pas moi qui ai tiré cette conclusion, c'est un ambassadeur qui me l'a dit, nous n'avons aucune prise sur l'Algérie. Énergétique, nous sommes indépendants. Point de vue sécurité et défense, je reviens tout à l'heure, totalement indépendants. Commercialement parlant, si jamais il y a quelques mesures de rétention, bien évidemment, l'Union européenne se tirait une balle dans la tête, une balle dans le pied, et ce n'est véritablement pas le moment. Donc, ça, c'est la première conclusion. La deuxième conclusion, et je le dis parce que c'est important, dans le contexte d'une gestion nationale du Parlement européen, la question qui se posait était la suivante. Est-ce qu'il faut calibrer les réactions et à quel niveau et par qui et comment, ou alors faire comme vous d'autres, ignorer ce qui se fait, ignorer ce qui se dit. Pourquoi ? Parce que très souvent, comme je vous l'ai dit, ces mises en avant sont parfois le fait de députés anonymes en quête dans le chemin d'une carrière politique. Et je vous le dis, j'en ai connu pas mal à l'époque. Et alors, comme c'est toujours un travail d'équipe, à Alger, j'ai appelé notre ambassadeur à Bruxelles, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe, qu'est-ce que tu en penses ? Il me disait, je suis au Parlement européen, personne n'a entendu parler de cette affaire. Si on continue à ébruiter l'affaire, on va leur rendre service et on va en faire des héros. C'est le constat net. Alors, il y a le volet diplomatique et le volet médiatique. Il ne faut pas toujours céder à la tentation du volet médiatique qui voudrait que, si je puis dire, on tire à bout de champ dès qu'il y a quelque chose. Donc il y a un travail de calibrage des réactions. Alors, ce qu'il me disait, ce monsieur qui vient de faire telle déclaration qui a été rapportée par une agence de presse européenne, personne ne le connaît ici. Alors, si on veut en faire une célébrité, eh bien, si on veut contribuer à cette célébrité, eh bien, réagissons épidermiquement, et alors c'est lui qui aura gagné dans l'affaire, mais certainement pas l'Algérie, parce que à ce niveau, c'est une poussière, lui c'est une poussière dans l'univers, et il ne faut pas se mesurer à lui. Donc voilà, c'est là où je voulais en venir. Maintenant sur la lettre. Alors sur la lettre, voyons qui fait quoi, et ensuite voyons la lettre du point de vue de la procédure et du point de vue du fond. Alors, qui est qui, vous l'avez mentionné tout à l'heure, je n'ai pas constaté de ténor politique du Parlement européen, je n'ai pas constaté de signataire de chef de groupe parlementaire, je n'ai pas constaté de
d'anciens ministres, d'anciens premiers ministres, comme c'est parfois le cas. Donc, ce sont, comme vous l'avez mentionné, des eurodéputés. J'ai vérifié leur CV et j'ai vérifié ce qu'ils ont dit et j'ai vérifié leur activité. Elle est marginale au sein du Parlement européen, mais vraiment marginale. Peu actifs. Ils sont membres de beaucoup de commissions, mais en réalité, ils ne disent pas grand-chose, ils n'écrivent pas grand-chose et ils ne votent pas grand-chose. L'autre caractéristique, c'est que certains d'entre eux sont paradoxalement membres de la commission sur la non-ingérence de la Russie dans les processus démocratiques en Europe. Alors, c'est très curieux. Ils sont membres d'une commission sur la non-ingérence, mais en même temps, ils se donnent le droit de s'ingérer dans les affaires algériennes, et pas simplement dans les affaires algériennes. En fait, c'est tout un état d'esprit, et cet état d'esprit est résumé par une formule d'un professeur américain qui enseigne à l'université américaine à Paris, et qui dit « c'est de l'occidentocentrisme impérial ». C'est cela l'état d'esprit. Ce n'est pas ma formule, c'est un professeur de relations internationales qui le dit, et cela résume un petit peu leur état d'esprit, et je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit. Alors, ça, il y a une première série de caractéristiques. Une deuxième, intéressant de noter que l'un d'eux est quand même auteur d'une agression sexuelle au sein du Parlement européen et qu'il a été condamné au Parlement européen. C'est pas, je veux dire, à la place de celui qui a initié cette lettre, je me serais abstenu de faire appel à sa signature. Peut-être que la dame la plus remarquable, il y a quand même une dame remarquable, je ne sais pas le nom, pas la peine, c'est que son parti demande le retrait de son pays de l'Union européenne. Ça aussi, c'est très intéressant comme position, mais et à titre personnel, elle a eu cependant le courage d'écrire une lettre au Premier ministre canadien au moment où ce dernier détournait la loi canadienne pour empêcher la grève des camionneurs au Canada. Donc, c'est la seule position remarquable que j'ai pu noter. Donc, relativisons, ça c'est le profil un petit peu de ce groupuscule de parlementaires sur 705 eurodéputés. Dernière remarque, c'est une lettre. Ils n'ont pas ouvert un processus de rédaction ou de préparation d'une résolution qui aurait été autrement plus important, un message autrement plus important qu'une simple. Alors, ce n'est pas une résolution du Parlement. Cela ne signifie pas que c'est l'opinion du Parlement en tant que tel. Ce n'est pas l'opinion de l'institution. Et l'écrasante majorité, vous aurez remarqué qu'il n'y a aucun député de la région, ni italien, ni espagnol, tous ceux ni allemands, tous ceux de notre région qui apparemment n'ont pas donné beaucoup de crédit à cette lettre et n'ont pas voulu se joindre à celle-ci. Donc voilà pour le profil de ce groupuscule de députés sur la masse des 705 eurodéputés. Alors, sur la procédure. Alors, ils ont adressé la lettre à la présidente de la commission et au représentant, M. Borrell. Alors, la présidente de la commission, écoutez, dans l'état d'esprit dans lequel elle est, je dirais, elle est atteinte d'un symptôme de mégalomanie, franchement. Elle transcende les chefs d'État, elle prend des positions sur l'Ukraine qui la dépassent. Elle s'est présentée au Parlement aux couleurs de l'Ukraine et pas aux couleurs européennes. J'ai vu que quelques députés ont demandé sa démission pour des soupçons de corruption sur les produits, sur ces collaborations. Oui, j'ai suivi le dossier, c'est plutôt à leur tête, à la tête des députés européens qui demandent la démission, une Française, moi j'assume, je dis son nom, c'est Michèle Rivasi, elle ne s'en cache pas.
et elle parle du mari hein, de Madame Ursula, Oui, Monsieur Heiko von der Leyen. oui, d'accord. Je n'entre pas dans le détail. Et, euh, et alors, je me demande si elle va prêter attention à cette lettre parce qu'elle est dans son nuage stratosphérique et je ne pense pas qu'elle serait tentée d'interpeller l'Algérie et je pense que ce ne serait pas dans son intérêt. Alors, ils l'ont adressé aussi au représentant, M. Borrell, lequel, je le rappelle, s'est mis en porte-à-faux vis-à-vis de l'Algérie. Parce qu'il y a quelque temps, lui-même étant d'origine espagnole, il a pris fait et cause pour l'Espagne en tant que haut représentant de l'Union européenne sur un contentieux bilatéral. Ça a été une réaction, comment dirais-je, à chaud, et il a été recadré par un représentant du gouvernement pour lui dire je m'excuse, qu'il était à côté de la plaque. Alors, du point de vue de la procédure, je crains fort que cette lettre ne soit qu'une de ces feuilles qui s'y ramassent à l'appel dans le jardin de Madame Leyen ou dans le jardin de Madame Borrell, qui se ramassent à l'appel, comme dirait la chanson. Et à mon époque aussi, il y avait grand nombre de lettres qui s'amoncelaient dans les tiroirs et sans plus d'effet que cela. Donc ça, c'est du point de vue de la procédure. Maintenant, sur le fond. Alors, sur le fond, il y a 4 aspects, me semble-t-il. Un, c'est sur les relations entre l'Algérie et la Russie. Il nous reproche les bonnes relations de l'Algérie. Et peut-être pour être juste, hein, par rapport à Madame Ursula von der Leyen, à ma connaissance, la fois où elle a évoqué l'Algérie, ce fut un peu avant cette lettre, en septembre, lors d'une plénière d'ailleurs du Parlement européen à Strasbourg, et c'était pour qualifier l'Algérie de fournisseur fiable en gaz. Oui, alors, j'y arrivais, Ah, j'ai anticipé, pardonnez-moi. vous avez anticipé. Moi, j'en étais aux commentaires sur le fond de cette lettre. Et le premier commentaire qui était fait, c'était sur les relations entre l'Algérie et la Russie, qui, l'Algérie ne s'en cache pas, sont bonnes, elles sont fiables et elles sont durables. Ce n'est pas un partenaire, quoi qu'on dise, ce n'est pas un partenaire qui va décréter des sanctions contre l'Algérie ou ne pas fournir des pièces de l'armement à l'Algérie si jamais elle est en difficulté, comme le fait très souvent l'Union européenne, comme le font les États-Unis. Donc fiable, durable et relations bonnes. Et j'ajouterais qu'il n'y a véritablement aucune raison que l'Algérie mette ses relations en cause pour les besoins de sécurité des pays d'origine de ses parlementaires. Cela ne fait aucun sens et c'est même d'une sublime naïveté que de penser qu'il puisse influer d'une manière ou d'une autre sur les positions algériennes. Alors, deuxième élément sur cette considération politique, et celle-là, elle est juridique, il n'y a rien dans l'accord à ce sujet. Il n'y a aucune base juridique, je connais suffisamment l'accord, il n'y a aucune base juridique dont il puisse se prévaloir pour faire des commentaires sur nos relations avec la Russie. L'Algérie n'est pas alignée, il n'y a aucun document par lequel l'Algérie devrait se concerter sur cette proposition avec l'Union européenne, ni faire de la coordination diplomatique avec l'Union européenne. Chacun est souverain dans ses positions et c'est ce que mentionne l'accord. Alors, c'est une interprétation bouffonne, je m'excuse de le dire, mais à la fois au plan politique et au plan juridique, c'est une interprétation bouffonne. Et j'ai connu une interprétation bouffonne de l'accord et j'ai connu des eurodéputés autrement plus subtils et plus intelligents. Donc ça, c'est sur la question, sur l'aspect relation entre l'Algérie et la Russie sous l'angle de l'accord d'association. Le deuxième aspect, ce sont les votes de l'Algérie. Bien, les votes de l'Algérie, comme les votes
des pays membres de l'Union européenne, ben, ils sont souverains, ils se font dans un cadre légal aux Nations Unies. Le oui, l'abstention et le non sont des votes légaux reconnus qui sont enregistrés comme tels. Et ce n'est pas parce que l'Algérie vote différemment de l'Union européenne qu'elle sortirait de la légalité. Alors, dans l'accord, il n'y a non plus aucune disposition qui puisse prendre l'Algérie à défaut sur ses positions, aux Nations Unies. En revanche, là où l'Union européenne se met en défaut, c'est au moins, et à ce moment-là, l'Algérie pourrait s'en prévaloir, c'est au moins sur deux sujets. Un, l'Union européenne est en défaut par le fait qu'elle ne demande pas à Israël de ratifier, de signer le traité de non-prolifération, de non-prolifération nucléaire. En fait, il y a, à tout point de vue, violation de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, en vertu des mêmes principes que ces députés évoquent dans leur lettre et qui devraient, à mon avis, et depuis longtemps, amener l'Union européenne à sanctionner Israël. Là, je donnerai une illustration sur le grand courage de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël. J'étais ambassadeur à Bruxelles, j'assistais à une réunion du processus de Barcelone au niveau ambassadeur, et à Bruxelles, bien entendu, et la question du Moyen-Orient étant la question la plus sensible, je m'étais concerté avec mon ami ambassadeur de Palestine, Chouri, un militant de la première heure, pour évoquer la relation de l'accord d'association Israël-Union européenne. Il m'a dit, écoute Halim, tu sais ce que c'est, tu sais comment ils sont, c'est des vendus. Je le cite, c'est pas moi qui le dis, c'est des vendus. Est-ce que c'est utile? Il dit, oui, bon, on ne peut rien, faisons-le et enregistrons simplement. Le débat a commencé, bien, j'ai posé la question et j'ai formellement demandé le gel de l'accord d'association Israël-Union européenne. Il m'a suivi, on a posé la question et le président de séance européen, bien entendu, a fait semblant de ne rien entendre et tous les représentants ambassadeurs de l'Union européenne présents ont fait semblant, ont tourné la tête. Personne n'a réagi. Évidemment, ils auraient été mal à l'aise parce qu'il y avait un ambassadeur d'Israël. Tout le monde s'est tu. Alors, avant de nous donner des leçons de signature des traités, il faudrait qu'ils se regardent aussi un peu dans le miroir et écrire, adresser la même lettre aux représentants et peut-être aussi au président du Conseil et à la présidente de la Commission pour leur dire de geler l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne. Si du côté de l'Algérie, pareille mesure le laisserait indifférente, pour Israël, ça serait une autre paire de manches. Donc voilà, ça c'est un peu l'illustration. Et deuxième cas de figure. Avant le deuxième cas de figure, je précise que votre ami Chawki, auquel j'ai fait allusion, c'est Feu Chawki Armali, qui a été ambassadeur de l'État palestinien auprès de l'Union européenne, auprès du Royaume, auprès de l'OTAN pendant plusieurs années. Pardon, ben voilà, j'ignorais. Depuis que j'ai quitté, 10 années de recul, j'ai perdu le contact avec lui, paix à son âme, Allah yarhamou. Et deuxième, puisqu'il nous donne des leçons, donc deuxième aspect sur lequel je voudrais quand même attirer leur attention, c'est très, très important, et surtout dans le contexte ukrainien, c'est qu'il devrait adresser la même lettre au même destinataire, demandant des explications pourquoi les pays membres de l'Union européenne ont voté contre une résolution qui a été adoptée
il y a peu de temps, au mois de novembre à l'ONU, contre la glorification du nazisme, je cite, la glorification du nazisme, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée. 105 pays ont voté pour et les pays de l'Union européenne ont voté contre. Cela signifie, on peut déduire qu'ils sont les soutiens du groupuscule ou du groupe nazi, et plus particulièrement de la brigade Azov, dénoncée par les Russes, composée de nazis. Alors, si j'ai bien compris, ils font alliance avec le nazisme. Le message est là. On ne peut pas l'interpréter autrement. Et ils ne sont pas, dans les faits, en tout cas sur un plan diplomatique, ils n'ont pas voté contre la glorification de la xénophobie. C'est le vote, c'est le sens du vote des pays de l'Union européenne, tout récemment, à l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, je les invite à prendre leur courage et à demander des explications aux mêmes destinataires. Donc ça, c'est mon commentaire sur le vote de l'Algérie. Alors, vous êtes en train de leur dire balayez devant vos portes, c'est cela? Écoutez, j'ai utilisé les mots que je me devais d'utiliser, tout en restant sur le terrain diplomatique et en restant sur le terrain de l'argumentation diplomatique. Alors, le troisième commentaire, c'est je crois le paragraphe 4, c'est qu'il reproche à l'Algérie, alors je cite, Algeria funding aggression against Ukraine. Alors, c'est génial, c'est génial, cette formulation est géniale. Alors, il devrait savoir une chose, parce que là, ils se mettent sur le terrain juridique de l'accord d'association. Si vous lisez l'accord d'association, il n'y a aucun fondement juridique à pareille affirmation. À leur place, j'aurais pris la précaution de consulter le service juridique avant d'affirmer une chose pareille. Et il devrait aussi savoir que lorsqu'on adresse une lettre pareille à la présidente de la commission en particulier, celle-ci, si jamais elle la prend en considération, elle va le transmettre au service juridique du Conseil, qui va essayer de trouver s'il y a effectivement un fondement de violation de l'accord d'association. Et je pense que tous les juristes émérites du Conseil, du service juridique du Conseil de l'Union européenne, auront du mal à trouver un fondement juridique à pareille affirmation, à corroborer cette affirmation tout à fait farfelue. Donc là non plus, ça ne fait pas de sens, y compris du point de vue juridique, puisqu'il se base sur l'accord. Dernier élément, peut-être le plus important que l'accord, c'est l'aspect défense, c'est l'aspect achat d'armement auprès de la Russie. Alors, la Russie est un fournisseur fiable. Si jamais on achetait, ou l'Algérie achetait, comme ça se passe pour d'autres pays, comme ça se passe par exemple en ce moment avec les Émiratis, ils ont passé commande pour des avions de chasse et il s'avère que les Américains risquent de ne leur pas vendre parce qu'ils se sont concertés avec Israël. Israël aurait objecté parce que cela pourrait attenter à la sécurité d'Israël. Et donc la question est posée. Et alors les Émiratis pensent à abroger le contrat, mais la question est toujours en discussion. Alors ces choses-là ne risquent pas de nous arriver. Ne risquent pas d'arriver à l'Algérie. Parce qu'elle a un partenaire fiable et elle ne risque pas d'être mise sous embargo ou elle ne risque pas d'être sanctionnée. Au contraire de partenaires occidentaux qui, eux, pratiquent la politique des représailles. Donc l'Algérie ne pratique pas des représailles, ne pratique pas des rétorsions. C'est comme ça. Il y a eu des rétorsions envers l'Espagne. Ce que je veux dire, l'Espagne l'a bien cherché.
C'est comme ça. Ce n'est pas, c'est en termes de contrat. Les contrats sont respectés. L'Espagne n'étant pas fiable, eh bien, c'est la règle du jeu. Il faut qu'elle soit, elle s'applique dans les deux sens. Et pour se faire respecter, il faut aussi se faire respecter par tout moyen qu'on peut. Alors, sur cet aspect de fondement d'achat auprès de la Russie, bien entendu, il devrait savoir, c'est une règle élémentaire, un contrat n'oblige que des parties contractantes. La Russie n'étant en aucune manière partie contractante d'un contrat, il n'y a aucun fondement juridique, encore moins politique, pour adresser pareil reproche à l'Algérie. Enfin, c'est tout simplement encore une bouffonnerie politique. Alors, cela étant dit, il y a un problème plus fondamental par rapport à ça. Cela couvre un problème essentiel, un problème de vision stratégique et un problème de doctrine entre l'Algérie et les pays signataires et les pays dont sont origines ces parlementaires, et on peut élargir encore la liste des pays. Alors, il y a 6 éléments à prendre en considération pour être un peu plus sérieux que cela. Un, ces pays ont tous, individuellement ou collectivement, ont tous un parrain stratégique dont ils dépendent pour leur sécurité et pour leur défense. Désolé, ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie n'a aucun parrain. Deux, de facto, ces pays sont des porte-avions terrestres de la stratégie de défense américaine face à la Russie. Ce sont des pays frontaliers de la Russie en confrontation avec la Russie, et il n'y a pas de raison que l'Algérie, au nom de la sécurité de ces pays frontaliers de la Russie, remette sa politique de défense en question. Ça ne fait tout simplement pas de sens. Au contraire, ces mêmes pays auraient renforcé, raffermi leur sécurité s'ils étaient restés dans une position neutre ou non alignée. Ils auraient gagné, me semble-t-il, en sécurité. C'est parce qu'ils se sont départis de cette position qu'ils se retrouvent plus dépendants et qu'ils demandent à des pays comme l'Algérie, en quelque sorte, de s'aligner sur de conforter leur propre sécurité. Ça ne fait également pas de sens. Et l'Algérie, à ma connaissance, l'Algérie n'est pas un porte-avions terrestre pour la sécurité d'une grande puissance. Ça n'existe pas. C'est eux qui le sont. Troisième considération, ces mêmes pays ont des contingents américains sur leur sol. Quand vous avez des contingents américains sur leur sol, croyez-moi, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple. Vous faites une cession de souveraineté aux grands parrains. Et quand vous avez une base ou des soldats américains sur votre sol, ils sont dans un régime juridique d'extraterritorialité. Cela signifie que vous n'avez aucun droit de regard sur ce qui se passe dans votre territoire, dans cette base, et ils ne sont pas justiciables. Ils ne sont pas justiciables devant le droit national. Quoi qu'ils fassent, quoi qu'il se passe, quelque incident qu'il y ait, même s'ils déciment une compagnie de gendarmes estoniennes, eh bien, ils ne sont pas justiciables du droit local. C'est comme ça. Ce sont des conditions imposées par les États-Unis à tous les pays avec lesquels ils ont des accords de défense ou à tous les pays qui abritent leurs bases ou leurs militaires. C'est une règle d'or, sinon les États-Unis ne s'installent pas, mais ces pays n'ont pas le choix. Autre considération, la quatrième, on revient à l'aspect funding. Ils payent les Américains pour que ces derniers assurent leur sécurité. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie ne paye personne pour assurer sa sécurité. L'Algérie paye le prix de sa propre défense d'une manière souveraine et autonome et totalement indépendante. Elle n'est dépendante de personne. Eux sont dépendants. Et les décisions nationales en matière de défense
leur échappe. C'est comme ça que cela fonctionne. C'est la règle du jeu. Alors, que cela soit sur un plan bilatéral ou que cela soit au sein de l'Alliance Atlantique. Étant de petits pays satellites, ils n'ont pas le droit de parole. C'est ainsi que cela fonctionne. Le rapport de force étant ce qu'il est, eh bien, ils se soumettent à la décision américaine. Et donc, leurs décisions stratégiques sont dépendantes des décisions stratégiques américaines. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. Les décisions sont nationales, autonomes, souveraines. Elles ne dépendent de l'appréciation des directives d'aucune puissance étrangère. Alors, ils devraient avoir ça à l'esprit avant de s'aventurer plus loin. Et l'Algérie, hein, votre pays, Monsieur Benatella, votre pays, l'Algérie, ça n'empêche pas donc votre pays, l'Algérie, à avoir d'excellentes relations avec les États-Unis d'Amérique, de pays souverain à pays souverain. N'anticipez pas ce sur quoi je vais C'est venir. vrai? Je ne sais pas. Ça veut dire que je vous écoute attentivement. Oui, Désolée, je d'accord. n'interviens plus. Oui, d'accord. Alors, cinquième considération, les pays de ces députés, par la force des choses, font des concessions de souveraineté pour exister et pour assurer leur défense et leur sécurité. Et ils font des concessions de souveraineté. À l'époque, l'Occident parlait des anciens pays de l'Est comme des pays à souveraineté limitée. Ils sont eux-mêmes dans un système de souveraineté limitée. C'est ainsi que le système fonctionne et c'est ainsi que l'Alliance Atlantique fonctionne. Alors, l'Algérie n'est pas non plus dans cette situation. Elle ne fait de concession ni de cession de sa souveraineté à aucun pays et encore moins aux grandes puissances. C'est intangible comme principe, quelles que soient les circonstances, quels que soient les partenaires. Dernière considération, me semble-t-il, leurs décisions stratégiques. Eh bien, leurs décisions stratégiques, c'est pas eux qui la prennent. Ils ne la prennent pas souverainement. Elles sont prises au Pentagone. Alors, si les Américains ont décidé d'aller à une confrontation, que la Russie ait tort ou ait raison, c'est une autre question, confrontation graduelle ou totale, peu importe, avec la Russie, ils sont d'office entraînés dans cette logique de confrontation globale. Et je le répète, peut-être qu'ils auraient été gagnants en restant dans une position de neutralité, en restant hors de l'alliance, en valorisant leur position, je dirais, de non-alignés à la fois vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis des États-Unis. Là, ils se sont complètement enchaînés. Alors, à contrario, s'ils considèrent qu'en achetant de l'armement à la Russie, on finance l'agression américaine, à contrario, on peut aussi dire qu'en achetant de l'armement auprès des États-Unis, eh bien, on financerait aussi les guerres d'intervention américaines et françaises et autres de part dans le monde. Alors, ce principe assez loufoque, il fonctionne dans les deux sens. Or, quand vous prenez une décision stratégique de ce sens, il faut avoir sa propre vision de sécurité et de défense. Et en l'occurrence, la vision algérienne et la vision de ces pays sont antinomiques, elles sont complètement indépendantes. Cela dit, cela n'empêche pas pour autant, et quelles que soient les positions diplomatiques de sécurité et de défense de l'Algérie, qu'elle entretienne des bons rapports à la fois avec les États-Unis et les partenaires de l'Union européenne. Et chacun de ces partenaires savent très bien, intimement, que l'Algérie n'est pas dans une situation d'alliance, qu'elle a une position diplomatique de non-alignée et que les fournitures ou les achats d'armement remontent à loin, sauf que ne comptant que sur elle-même et pas sur un parrain, eh bien, la défense et la sécurité a un prix et elle le paye. Elle le paye comme il faut pour assurer sa propre défense. Elle ne cède pas sa défense à un pays, au grand parrain américain, avec qui
bien entendu, les relations bilatérales sont bonnes et, à mon sens, parce que je crois percevoir, les positions respectives les positions sont, sont respectées. Alors, voilà, je pense que ces députés devraient, pour passer à une recommandation, au lieu de s'inquiéter, comment dirais-je, au lieu de s'inquiéter de notre des positions de l'Algérie, ils devraient plutôt s'inquiéter d'autres choses. Et alors, je demanderai à la présidente de la Commission européenne. Alors, ils devraient s'inquiéter de la destination des fonds qui vont à l'Ukraine, qui est devenu un trou noir. Et surtout que, depuis ces derniers temps, il y a un maître chanteur qui sévit à Kiev et qui fait chanter, malheureusement je dois utiliser le mot, qui fait chanter les pays de l'Union européenne pour continuer à se battre. Or, c'est des fonds qui affluent, on ne sait pas toujours où ils vont, c'est un trou noir. J'ai interrogé un ami, il me dit, est-ce que vous vous inquiétez, est-ce que vous êtes sûr que les fonds parviennent, est-ce que vous êtes sûr que normalement parviennent là où vous voulez? J'ai vu un commentaire, il n'y a pas le nom, dont je n'ai pas retenu le nom d'un général américain qui dit nos armements, nos systèmes d'armes arrivent, mais après c'est le trou noir. C'est sa formulation. Après c'est le trou noir, on n'en sait rien. De même pour les fonds qui arrivent à Kiev, qui arrivent en Ukraine, ils devraient s'en soucier. Alors, j'ai vu tout dernièrement sur le site, dont j'ai capturé l'image, sur le site du gouvernement ukrainien, qui va confier ces fonds, donc je présume c'est une supposition, les fonds européens à deux géants, à deux grands fonds souverains, deux grands fonds américains, BlackRock et Vanguard. Énorme. C'est-à-dire que ce sont ces immenses multinationales de fonds d'investissement qui vont gérer l'économie américaine. C'est une déclaration sur le site du gouvernement. L'économie ukrainienne, vous voulez dire? De l'économie ukrainienne, exactement. Alors, il devrait plutôt s'inquiéter de la destination des fonds européens. Ces dizaines de milliards qui affluent vers l'Ukraine, où atterrissent-ils? Eh bien, une réponse est donnée. Ils vont atterrir dans les mains de fonds d'investissement américains. Donc, une fois encore, quand la boucle est bouclée, l'Union européenne finance et les fonds partent aux États-Unis. Voilà. Là, vous l'avez dit, hein, Monsieur Benatala, pour les fonds, on le sait maintenant où ils atterrissent in fine. Les armes aussi, hein. Donc il y a des voix qui s'élèvent aujourd'hui en Europe de la part d'intellectuels, de penseurs, de chercheurs, de diplomates, d'anciens officiers du renseignement européen qui se demandent où partent les armes européennes quand ils vont en Ukraine. Il paraîtrait qu'on les retrouve déjà même en Afrique. Le ministre le Premier ministre du Nigeria a déjà souligné qu'il a retrouvé des armes européennes à destination à Kiev, en Ukraine. Il les a retrouvées dans son pays. Ils sont un peu partout. Ils sont même dans le monde arabe. Ils sont même un peu partout. Ils sont revendus. Un mot rapidement par rapport à ça. Alors, oui, non, évidemment, cela c'est sûr, mais l'intérêt est de savoir si pareille lettre, sur une question aussi fondamentale, est-ce qu'une lettre serait adressée en ce sens à la présidente de la Commission européenne et aux représentants? C'est autrement plus important et c'est là une incidence directe. Qui n'a pas répondu? Qui, selon vous, ne répondra pas? Une question, ne mépreniez pas par rapport à cette lettre et peut-être on va conclure par la suite. Qui est, selon vous, la vraie origine de cette lettre des 17 députés européens concernant l'Algérie? Vous savez comme moi comment se trame, se manigance ce genre de lettres?
Écoutez, peu importe, je reste sur le terrain diplomatique, je n'irai pas sur le terrain de complotiste. Je n'ai pas de renseignements, je commente les faits tels qu'ils sont et j'évalue la situation telle qu'elle se présente. Maintenant, le reste, tout est possible, peu importe, mais l'essentiel est de mettre en valeur le peu de crédibilité de pareilles démarches. Et même s'il y en a d'autres, que celles-ci soient inspirées ou non inspirées ou spontanées, ou que ce soit le fruit d'une illumination de députés qui sont en rodage au Parlement européen, peu importe. L'essentiel, croyez-moi, c'est que, étant aussi, ayant vécu un nombre de situations autrement plus intenses, croyez-moi que pareille lettre est celle qui suivrait éventuellement, ou même une résolution du Parlement européen. Écoute, je l'ai comparé un peu au bruissement d'un papillon qui atterrit sur la carapace d'un éléphant. Pas plus que cela. On conclut là-dessus. Voilà. Et alors, monsieur Ben Attala, un peu avant vous, nous avions enregistré une immersive avec le grand chercheur franco-suisse, monsieur Gabriel Galis, et il a émis un souhait, celui de revenir à l'immersive pour en faire une commune avec vous. Je vous le dis hein, de manière spontanée, vous acceptez cette offre et on le fera très bientôt. Bien volontiers, avec plaisir, oui, j'espère être à la hauteur face à ce chercheur, oui, bien volontiers. Ah bah, très bien, alors revenez quand vous voulez, on vous attend déjà avec impatience. Merci vraiment, Monsieur Ben Attala, d'avoir fait cette immersive avec nous. Je vous rappelle que vous êtes algérien, ancien ambassadeur d'Algérie auprès de l'Union européenne, auprès du Royaume de Belgique et auprès de l'OTAN. Vous avez été aussi secrétaire d'État en charge de la communauté algérienne vivant à l'étranger. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Au revoir.